Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Dans cet épisode, nous attaquons avec mon invité un sujet très en pointe de la prévention, le nudge. J'accueille Jean-Marc Badarou, qui est directeur de l'agence NudgeMe. Mais alors, qu'est-ce que le concept de nudge ? On l'entend partout, mais à quoi ça sert ? Est-ce que c'est efficace ? Et surtout, comment s'en servir en sécurité au travail ? Nous abordons tous ces points dans cet entretien avec Jean-Marc, que je vous laisse découvrir. Bonjour Jean-Marc Badarou, comment allez-vous ? Très bien, bonjour et merci à vous dans le cadre de votre podcast. Alors, excusez-moi, ça a coupé juste au moment où vous avez dit bonjour. Est-ce que vous pouvez juste reprendre ? Eh bien, bonjour, je vais très bien, merci. Et surtout, je vous remercie de m'accueillir dans le cadre de votre podcast. C'est moi qui vous remercie. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui et du fait que vous êtes venu partager votre expérience. Parce qu'on va parler d'un sujet très intéressant et qui fait l'actualité en ce moment sur la prévention des risques, c'est le nudge. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter votre activité ? Bien sûr, je suis donc fondateur et directeur de l'agence NudgeMe, qui est située à Lyon. J'ai un passé de créatif en agence de communication. J'ai été pendant plus de 30 ans et concepteur-rédacteur et directeur de création en agence. Et j'ai fondé NudgeMe il y a maintenant un peu plus de 4 ans. NudgeMe a une particularité, c'est que nous sommes entièrement dédiés, bien entendu, je l'espère, comme le nom de l'agence le suggère, entièrement dédiés au nudge. Et nous accompagnons au changement les entreprises ou les institutions sur des problématiques, sur les grandes problématiques sociétales, comme le développement durable, la santé, le civisme et la sécurité. D'accord, très bien. Et bien alors justement, on va attaquer directement dans le cœur du sujet de cet épisode. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce qu'est un nudge et d'où vient ce concept ? Alors d'abord, peut-être que les auditeurs se demandent ce que signifie le terme nudge. Le mot nudge, nous sommes sur un anglicisme. To nudge signifie en anglais donner un coup de coude, donner un coup de pouce. Sous-entendu pour ramener sur le bon chemin. D'accord ? Donc nous sommes là sur un outil terrain d'aide à la prise de décision qui s'appuie sur l'apport récent des sciences comportementales. À savoir qu'une fois loin de l'information et ou de la formation, l'être humain est fréquemment irrationnel dans ses choix. En fait, nous ne sommes pas des êtres de raison, mais des êtres d'émotion. C'est là la grande nouveauté apportée par les sciences comportementales, une nouveauté qu'on a du mal en règle générale à admettre. Et donc, de par le fait que nous sommes des êtres d'émotion, lorsque nous nous trouvons dans un contexte de choix, nous avons tous besoin d'aide pour bien décider, et ce, au bon moment et au bon endroit, c'est-à-dire à l'instant T de la prise de décision et dans un contexte précis de prise de décision. D'accord. De quand date finalement ce concept ? De quand date ce concept ? C'est une grande aventure en fait qui a commencé grosso modo dans les années 1950 avec Daniel Kahneman et Dan Ariely en fer de lance. On est sur le concept de la behavioral economics, de l'économie comportementale. Ce sont des gens qui ont trouvé suspect une modélisation de l'être humain qui a été faite au début dans les années 1900, à peu près au début des années 1900. Une modélisation de l'être humain qui a abouti à un concept que l'on nomme Homo economicus. À savoir, il faut quand même s'accrocher au balcon si je puis dire, que dès l'instant qu'un être humain est correctement informé ou formé, il prendra systématiquement la bonne décision.
qui semble quand même relativement énorme. Et l'économie comportementale s'est attachée à casser, si je puis dire, cette modélisation de l'être humain dont les acteurs trouvaient qu'elle était suspecte, et ont interrogé à nouveau l'être humain, l'ont couché, si je puis dire, sur la table de dissection, et sont arrivés, après un très grand nombre d'expérimentations in situ et en labo, à la conclusion qu'Homo economicus était une sorte de fantasme de l'être humain qui se rêvait tout puissant sur Terre, et qu'en définitive, eh bien, nous étions tous fréquemment irrationnels dans nos prises de décision. D'accord, donc c'est ce postulat de départ comme vous expliquez, qu'on est un être, que nous sommes des êtres d'émotion et que nous sommes irrationnels. Et donc du coup, le nudge là-dedans, quelle va être sa fonction? C'est tout à fait, ça me paraît assez logique. Cette approche va permettre justement de communiquer autrement et plus efficacement des consignes contrées aux grandes problématiques que j'ai énoncées tout à l'heure. Dans le domaine de la sécurité, par exemple, sur un site industriel, les opérateurs, comme tout être humain, face à un choix, sont tous pétris de bonnes intentions quand on porte d'un pays. Au même titre que sur une problématique de développement durable, nous savons tous, grosso modo à date, que quitter par exemple une pièce en laissant la lumière allumée, ce n'est pas bien. Même chose pour le pays. Tout le monde, tous les opérateurs sur un site industriel, de par la formation et l'information qu'ils ont reçue en amont, ils connaissent la règle. Ils la connaissent très très bien. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils se trouvent justement loin de cette information, loin de cette formation, ils se retrouvent en quelque sorte seuls avec leur cerveau dans le contexte de décision. Et là, ce n'est vraiment pas bon du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a des stimuli extérieurs, qu'on appelle des biais, en fin de compte, des biais ou des freins au comportement demandé, comme la surconfiance, l'ego par exemple, qui peuvent amener le cerveau de l'opérateur à générer des erreurs de jugement et de l'amener à se comporter de façon irrationnelle, à savoir ne pas porter le pays, alors, je le répète, qui connaît pourtant toute l'importance du port de le pays en question sur son poste de travail. Et donc, cette approche comportementale, cette proposition d'approche comportementale permet justement de prendre en compte la fréquente irrationalité à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure. Et ça, c'est très important, d'identifier l'ensemble des biais, l'ensemble des freins au comportement demandé dans un premier temps, pour ensuite déterminer les leviers décisionnels aptes à contrer ces biais, avec pour but final, bien entendu, d'aider sur le terrain à prendre la bonne décision, à savoir celle de porter mon EPI à mon poste de travail. Et alors justement, pour bien donner un exemple aux auditeurs, est-ce que vous pourriez nous communiquer un exemple assez connu ou que finalement on a déjà vu sans prendre conscience que c'était un nudge? J'ai envie de partir sur l'actualité, si vous me le permettez, à savoir le Covid, la problématique du Covid actuellement en France et dans le monde, à savoir comment aider au respect des gestes barrières en entreprise. À l'agence, chez Najmi, on a été frappé par la façon de traiter cet irritant. Et d'ailleurs, nous sommes toujours un peu. À savoir qu'à date, nous savons tous ô combien les consignes gestes barrières. On a été consigné à résidence pendant 6 mois, il y a quelques mois. Les gestes barrières, on les connaît par cœur. Ils ne sont pas vraiment nombreux, on les connaît très 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 bien. Et d'ailleurs, nous les répéter dans l'entreprise, comme on le fait depuis des mois et des mois, à l'aide d'affichettes proposées par le gouvernement, ne sert pas à grand-chose. Ce sont déjà des affichettes qui sont anxiogènes. Et comme je vous disais précédemment, savoir qu'un comportement est bon pour soi et la société ne suffit pas à faire adopter systématiquement ce comportement. Par exemple, je sais que je dois respecter la consigne distanciation physique et non pas distanciation sociale. Je préfère la terminologie distanciation physique, il ne faut pas trop pousser quand même. Le social en prend assez, je dirais, dans les gencives, ce n'est pas la peine d'exagérer. Donc, comment respecter cette consigne de distance au bureau ? Je le sais, mais voilà, ce matin, par exemple, j'ai pas vraiment envie de prendre l'escalier pour rejoindre mon bureau qui se situe, par exemple, au 4e étage. Et pour une fois, j'essaie donc de prendre l'ascenseur, même si celui-ci est déjà bien rempli, que la jauge est dépassée. Mais je me dis dans ma tête que pour une fois, ça ne changera pas grand-chose au problème du Covid. Ou bien, à midi au self, je sais que je ne dois pas coller mon collègue devant moi,
Et d'ailleurs, il y a des bandes noires assez anxiogènes au sol pour me le rappeler, avec le picto rouge du Covid qui me saute aux yeux. Mais je suis pressé, par exemple. Ces bandes noires me font penser que je suis du bétail. Je suis considéré comme étant du bétail, que je perds mon identité. Et voire de toute façon, je vois d'autres collègues qui font pareil que moi. Alors, voilà, pourquoi pas. Et une approche justement comportementale de cet irritant de distance physique peut permettre d'identifier les freins comportementaux et des contrées. Par exemple, on a mis en place et proposé mis en place chez Safran et Trafalgis, également chez EDF Rhône-Alpes, des distanciateurs qui remplissent 3 rôles bien précis. Tout d'abord, donner envie de poser les pieds sur le distanciateur, c'est quand même important. Deuxièmement, donner envie d'y rester un certain temps. Et troisièmement, donner envie de renouveler cette expérience usagée, si je puis dire. Et donc, on va arriver à avoir au sol des distanciateurs en forme de cercle avec, par exemple, des visuels chercher Charlie, si vous voyez ce que je veux dire, ou des visuels qui vont proposer des charades, des devinettes, ou des visuels, comme on a installé chez DF, de forme géométrique qui génèrent une illusion d'optique qui va s'animer lorsqu'on se trouve sur le distanciateur en question. On va avoir donc toute une série de distanciateurs qui vont activer un levier décisionnel auquel l'être humain a beaucoup de mal à résister, à savoir le jeu, tout simplement. D'accord. Et ça, en termes d'efficacité, du coup, vous avez des premiers retours? Alors ça, c'est vraiment une grosse problématique actuellement en France. Il y a un des grands combats, je dirais, qu'essaie de mener l'agence, à savoir comment amener un client jusqu'à la dernière phase, à la dernière séquence du process de création Nudge, à savoir la mesure d'efficience. Et là, on a un problème, on a un souci, on a du mal à amener nos clients, bien souvent, jusqu'à cette dernière séquence qui est extrêmement importante parce que c'est elle, beaucoup de décideurs doutent encore de l'efficience du nudge. Ça peut encore paraître comme étant limite un gadget. Donc nous, toutes les agences nudge, elles ne sont pas nombreuses, mais tous les acteurs du nudge en France ont cette problématique d'apporter la preuve par la mesure d'efficience. Le problème, c'est que, pour être vulgaire, ça rajoute une ligne budgétaire à l'opération et une ligne budgétaire que le prospect ou le client n'a pas l'habitude d'avoir en face de lui. Il est habitué, de par son contact avec des agences de communication classiques, à s'arrêter à la mise en place de la campagne de 4x3, par exemple, ou de la campagne radio ou télé, mais pas à tester a posteriori le dispositif de communication en question. Et donc là, on a un petit souci, c'est vrai. Il faut quand même prendre aussi en considération que le nudge est une proposition d'accompagnement qui est relativement récente en France. Ça fait, je dirais, ça fait grosso modo 5 ans qu'on commence à en parler, et ça fait, je dirais, 2-3 ans qu'on voit apparaître quelques dispositifs d'aide à la prise de décision en France. C'est relativement récent, donc il y a encore du chemin à faire, à parcourir. Mais alors, du coup, je m'excuse, mais du coup, je reviens sur ma question. Vous avez pris l'exemple du Covid et de ce que vous avez mis en place récemment, donc je pense qu'il parle à beaucoup de personnes. Mais je pense qu'il y a d'autres nudges qui sont peut-être plus dans notre quotidien, ou en tout cas plus communs, sans qu'on sache que ce soit des nudges. Je ne sais pas si vous en avez en tête pour donner une bonne idée de ce qu'est un nudge. Alors peut-être qu'il s'adresse plus précisément aux Parisiens, je ne sais pas. En même temps, il y a beaucoup de provinciaux qui vont à Paris et qui utilisent le métro. Et là, dans une rame de métro, on peut observer ce que je crois être le premier nudge qui a été mis en place en France, sans que l'on sache qu'il s'agissait d'un nudge, à savoir ce fameux petit lapin, ce sticker qui représente un lapin et qui est collé sur la porte des rames de métro et qui vous demande, en vous tutoyant, et c'est déjà un levier décisionnel, de faire attention à ne pas vous passer les doigts. D'accord. Là, nous sommes sur un nudge qui va actionner un levier de l'humour, tout simplement. On va être le passager est personnalisé, si je puis dire, par un petit lapin. Donc, c'est plutôt rigolo, d'une part. Et d'autre part, on va avoir un second levier, comme je disais précédemment, qui est celui du tutoiement, de la proximité. On va me tutoyer, non pas me vouvoyer.
Voilà. Mhm. Et pour ainsi essayer de m'amener au comportement demandé, à savoir ne pas me mettre mes doigts entre les deux battants, hein, de la porte du wagon de métro. Et alors là, du coup, vous avez commencé pardon, à parler de levier. Mais ça, je pense que c'est très intéressant parce que quand on essaye de mettre en place des choses et d'influencer la façon de faire des intervenants, il y a un volet sur l'influence qui intéresse beaucoup les préventeurs. Et, euh, et comment agit finalement le nudge? Comment il influence le comportement, enfin le comportement, la façon de faire des intervenants? C'est grâce à l'économie comportementale, hein, que j'évoquais tout à l'heure, hein, que l'on sait cela. À savoir qu'ils ont agrégé un très grand nombre d'expériences sur le comportement humain face à un choix. Et là, j'aime répéter, c'est vraiment le concept d'homo economicus, hein, Mhm. qui nous a imposé, hein, ce concept pendant plus d'un siècle, que dès l'instant que nous sommes bien informés ou formés, hein, bien entendu, nous prendrons systématiquement la bonne décision. C'est vraiment cette notion-là, hein, qui permet d'asseoir, si je puis dire, la véracité. C'est tout ce corpus d'études proposées, hein, par l'économie comportementale et en amont par la behavioral economics. Et ben alors du coup, je vais me faire un peu l'avocat du diable et je vais peut-être vous bousculer un peu, mais moi ma question ça va être de savoir comment est-ce que c'est vraiment dû à la mise en place du nudge ou est-ce que c'est dû à bah, justement au fait que, que l'on respecte les règles parce qu'on sait que c'est bien pour nous. Comment, vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens, comment prouver que le nudge est plus efficace que la rationalité Que, de l'être humain? que l'information ou la sensibilisation, c'est bien Ouais. ça. Oui. C'est relativement, on revient à la dernière séquence du process de création nudge, à savoir l'étude expérimentale. Une fois qu'on a déterminé, qu'on a choisi les dispositifs à installer, on les installe dans le cadre d'un test, tout simplement. À savoir que nous allons déterminer un contexte de référence, un contexte neutre, hein, dans lequel il n'y a aucun nudge, hein, aucune aide à la prise de décision, et en parallèle, un contexte nudgé, où nous intervenons. Et au bout de quelques mois, hein, nous venons mesurer la différence, le gap, entre ce contexte neutre, ce contexte de référence, et ce Mhm. contexte sur lequel nous sommes intervenus. D'accord. Mais c'est également, votre question rappelle également cette notion de l'utilité, hein, et de l'utilité de l'information et de la sensibilisation sur les problématiques de sécurité. C'est cette séquence d'information et de sensibilisation et de formation, bien entendu, hein, elle est cruciale, elle est vraiment très importante, hein, pour le nudge. À savoir qu'un nudge ne peut pas fonctionner, hein, sans s'appuyer, hein, sur de l'information ou sur de la formation générée, hein, en amont. Ça, c'est clair et net, hein. Un nudge, c'est pas Deus ex machina. En revanche, on sait aujourd'hui, hein, grâce justement, de par le fait que nous savons aujourd'hui que nous sommes des êtres d'émotion, nous savons que cela ne suffit pas, que cette séquence de sensibilisation est indispensable, je le répète, mais qu'elle n'est pas suffisante pour amener au comportement demandé, hein, une fois que l'on se trouve sur le terrain et dans le contexte de décision. Très bien. Bah, du coup, on va continuer sur un aspect un peu plus pratique et je voudrais peut-être plus comprendre votre activité dans le sens comprendre qui sont les entreprises qui font appel à vous et surtout sur quel type de problématiques elles vont vous solliciter. Alors, première chose, il est vrai que nous travaillons principalement, voire exclusivement pour des gros comptes. Ça, c'est vrai, hein. Nous travaillons par exemple pour Safran Aircraft Engines, pour les RATP, Transdev, EDF, les parcs nationaux de France. Ce sont principalement des gros comptes qui sont intéressés, hein, par cette démarche. Euh, on peut évoquer, hein, une problématique assez intéressante sur laquelle nous sommes intervenus chez Safran. Nous avons créé une sorte de nudge unit sur le site de Gennevilliers,
de Safran et Craft Engines, et plus précisément dans un univers que je trouve passionnant, à savoir la fonderie. Donc nous sommes chez les hommes du feu, dans l'atelier de fonderie, et où il y a peu d'intervenants. Ils sont une quinzaine, je crois, de fondeurs, d'ouvriers, avec une problématique de port de pays qui ne les concerne pas eux précisément. Nous sommes là chez des ouvriers, il y a très peu de turnover, qui ont une conscience du risque qui est extrêmement élevée. Ça, on l'a remarqué durant nos études exploratoires. En règle générale, ces gens-là portent leurs EPI. Le problème est plutôt du côté des visiteurs, je dirais, à savoir des compagnons qui viennent d'un autre atelier, qui jouxte celui de la fonderie, par exemple, et un autre atelier qui ne demande pas la même typologie de pays. Et là, on se retrouve avec un risque d'intervention dans ce cadre de l'atelier de fonderie d'un individu qui ne va pas forcément porter systématiquement le pays imposé dans ce contexte de la fonderie. Et nous allons bientôt tester un dispositif justement qui permet de créer une nouvelle saillance aux fameux pictos ports de pays que l'on trouve classiquement en sticker sur les portes d'entrée d'un atelier. À savoir qu'on va projeter la consigne de port de pays au sol, tout simplement, déjà pour créer une nouvelle saillance d'une part, et ensuite créer un effet de surprise également. Avec un intérêt également, c'est que l'on peut modifier relativement facilement la typologie de pays. On peut, avec cette projection au sol, afin d'accentuer sa saillance, faire clignoter le picto de l'EPI. On peut changer l'apparence graphique de l'EPI en question. Au bout d'un mois, au bout de 2 mois. Tout cela pour créer la surprise et inciter le visiteur à porter le bon EPI dans le cadre de l'atelier de fonderie. D'accord. Et peut-être que c'est un peu tôt, mais du coup, ça s'est accompagné de retours de la part des gens qui accueillent ces visiteurs-là. Nous avons été un petit peu frappés par l'effet du Covid et le dossier est en cours. Il a été freiné tout simplement. Donc, j'espère qu'il va très bientôt sortir des tuyaux. Parce que là, nous avons l'occasion justement avec cette nouvelle unité chez Safran d'aller jusqu'à la fin du process et d'avoir justement de la mesure d'efficience. Et ça nous intéresse beaucoup. Et on est très, très pressé de reprendre ce dossier, Oui, c'est vrai, vous avez exprimé plutôt que du coup, c'est cette partie mesure d'efficience qui doit encore, on va dire, progresser pour qu'on puisse bien mesurer cette efficacité. Et ça, du coup, peut-être. Il y a une autre problématique également qui est intéressante et à laquelle on se trouve fréquemment confronté auprès dans notre accompagnement auprès de l'entreprise, c'est qu'on a souvent du mal à connaître précisément le coût de l'irritant sur lequel on voudrait agir dans l'entreprise. Ça, c'est un vrai problème aussi. C'est une question que l'on pose systématiquement avant d'intervenir. Vous avez une problématique de port de pays casque, je vous dis n'importe quoi, par exemple. Quel est pour vous, dans l'entreprise, le coût du non-port du casque ? Parce que en nudge, on ne parle pas d'efficacité, on parle d'efficience. Donc, on doit pouvoir, parce qu'un nudge n'est pas forcément peu cher. Malgré ce que l'on peut souvent entendre, un nudge peut être une mécanique relativement onéreuse, mais on doit être sur un concept de ROI, bien entendu, de retour sur investissement. On ne peut pas proposer une solution qui coûte 100 par rapport à un coût d'irritant qui serait de 50, par exemple. Et on a du mal, bien souvent, à avoir cette notion, quel est le coût de l'irritant. Oui, on est vraiment sur un process, in fine, on propose une solution, à savoir l'aide à la prise de décision sur le terrain, qui est novatrice, d'accord, et on a besoin encore d'éduquer, je dirais un petit peu, les entreprises que nous sommes amenés à accompagner dans cette démarche. Oui, d'ailleurs, je me disais, finalement,
pourquoi ça devrait être pas cher? Parce que changer une façon de faire d'un intervenant, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, complexe. Il y a une compréhension de beaucoup d'aspects de conditions de travail qui sont vraiment complexes. Donc, c'est vrai que c'est particulier que finalement on vous demande d'être au plus bas, si je puis dire, alors que justement, c'est des choses que même les personnes qui vous font intervenir n'ont pas réussi à faire depuis assez longtemps. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense que nous sommes victimes comment dirais-je, nous sommes victimes de la mouche. Ouais. Est-ce que vous connaissez? En fait, il s'agit de l'exemple le plus connu au monde du nudge. Et c'est grâce à la mouche, que je vais décrire, hein, c'est grâce à la mouche que le nudge, que le concept de nudge est descendu de la sphère des chercheurs au grand public. D'accord. La mouche, c'est une expérimentation, entre guillemets, je vais y revenir par la suite, qui a été menée à l'aéroport d'Amsterdam, et plus précisément dans les toilettes pour hommes. D'accord. Mhm. Comment faire en sorte que le coût de nettoyage des toilettes pour hommes soit moindre? Parce que nous, fréquemment les hommes, on en met un petit peu partout lorsque nous urinons. Et donc, l'histoire raconte, parce que nous sommes vraiment sur du storytelling, l'histoire raconte que le parc des toilettes des urinoirs pour hommes a été divisé en deux. On revient à Mhm. cette notion de concept d'expérimentation rigoureuse, avec une partie des urinoirs laissés en l'état, le contexte de référence donc, et une autre partie, une seconde partie des urinoirs, au même nom, bien entendu, sur lesquels on est intervenu, à savoir qu'on a changé, le contexte, on est intervenu sur le contexte. Concrètement, on a collé une mouche, un petit sticker de mouche, au niveau de la bombe d'évacuation des urinoirs en question. Et Mhm. l'histoire raconte toujours que 2-3 mois après, on est revenu sur le terrain pour comparer le contexte texte, le contexte de référence avec le contexte nudgé avec la mouche, et que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une économie de 80% de dépenses de nettoyage dans le contexte nudgé, à savoir qui présentait la mouche au niveau de la bombe de l'urinoir. Alors, c'est un exemple qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet très facilement d'expliquer comment on peut modifier le contexte pour amener au comportement demandé. À savoir qu'ici, on a modifié le contexte qui se résume à l'urinoir, grosso modo, en collant ce fameux sticker qui, lui, a généré auprès de notre système, notre partie de cerveau qui réagit extrêmement rapidement, intuitive. On a actionné deux leviers en utilisant ce vecteur, le vecteur du système. Tout d'abord, le jeu, principalement le jeu. La surprise, il se passe quelque chose dans l'urinoir. Je n'ai pas l'habitude de voir quelque chose de collé au fond de l'urinoir. Et deuxième levier, le jeu, je le répète. Ça, c'est très difficile d'y résister. Et ça va m'inciter, cet autocollant va m'inciter à viser cette fameuse mouche. Ce concept, si je puis dire, de la mouche, qui est une fausse histoire, en fin de compte, ça n'a jamais existé. Ah, c'est vrai? À inonder, c'est devenu un mème sur les réseaux sociaux. D'accord. Il y a environ 4 ans, on ne voyait que la mouche. Et ça a été relayé par certaines structures promouvant le nudge. Et, in fine, ça a véhiculé l'idée qu'avec un tout petit stimulus, je pouvais générer un immense changement. 80% d'économie. Le chiffre, là aussi, on est sur une sorte de levier que moi je considère comme un biais cognitif. Ça frappe les esprits, 80%. Le chiffre est énorme, Mhm. d'accord. Et donc, avec peu de choses, je peux changer un comportement. On est vraiment, je pense, à date toujours victime de cet exemple de la mouche. Mais je savais Voilà. pas du tout que c'était faux. Moi aussi, avant qu'on en parle, j'étais convaincu que ça a eu existé, cette Non, expérience. non, D'accord. il y a bien eu des stickers à l'aéroport, des stickers mouches à l'aéroport d'Amsterdam, mais jamais il n'y a eu de mesure d'efficience. Ça, nous savons, Jean. Jamais, jamais. D'accord. On est sur du storytelling, réellement, sur de la communication classique. Ok, bah c'est intéressant, mais enfin, sans, il faut pas non plus se dire que c'est pas pour autant que c'est pas efficace. Mais c'est vrai que Absolument pas. Mais attendez, cette mouche, elle est efficace. Je pense même qu'elle peut être efficiente. En revanche, m'assurer pardon, que le coût global
de ce dispositif est très peu onéreux. Déjà, à la base, je dirais, il y a une erreur de jugement. Il y a une erreur de jugement qui devrait tilter aux yeux, au cerveau des communicants. Parce que déjà, avant de mettre en place cette mouche, j'ai besoin de me déplacer sur les différents contextes où se trouvent des urinoirs. J'ai besoin de mener une étude exploratoire, tout simplement. Ça a un coût. Ensuite, j'ai besoin, ça paraît bête comme ça, hein, mais de la dessiner, de la produire, cette mouche, de produire le sticker. Il y a donc production du nudge en lui-même. Ça a un coût. Un graphiste, un imprimeur, etc. Ensuite, il va falloir installer ce nudge sur des centaines, voire des milliers d'urinoirs, comme c'est le cas bien souvent dans des stations-service sur autoroute. Hein. Ça a un coût également. Ça a un coût. Et on peut arriver à une facture globale, à un devis qui n'est pas loin, en somme toute, d'une action de communication classique, d'une action de sensibilisation, par exemple, avec des affiches un peu partout qui me demandent, dans les mêmes toilettes, de faire attention, de ne pas en mettre partout, etc. Le coût sera le même. Hein. Ouais, mais ça me paraît, moi, ça me paraît logique finalement, si c'est autant de production qui est demandé, Bien sûr. qu'on ait un prix finalement Alors semblable. là on est vraiment sur un exemple, c'est vrai à la base, hein, comment dirais-je, qui génère cette notion de simplicité, à savoir, on parle toujours d'un sticker, la mécanique d'engagement, hein, la mécanique d'aide à la prise de décision, c'est un sticker relativement simple, donc a priori, mais coûteux quand même. Mais on peut avoir des mécaniques d'aide à la prise de décision qui sont autrement plus complexes qu'un sticker. Hein, en développement durable, par exemple, on peut très bien mettre en place, comme ça a été souvent fait aux États-Unis et même parfois en France, pour inciter les gens à économiser l'électricité, l'eau, etc., de mettre en place des petits concours, des challenges entre pâtés de maison. Je pense que vous connaissez peut-être hein, cette typologie, ce type d'intervention. C'est un gros coût, ça, hein, un très gros coût. Hein. Il faut développer une application, etc., etc. Ça a un gros coût. Mmh. Une fois de plus, tout dépend ensuite du coût de l'héritant, je le répète. Ouais, Tout et ça simplement pour c'est aller ce plus que vous gammant. disiez, qui est très Voilà, dur à estimer. est-ce rentable ou pas par rapport à ce que coûte l'héritant. Mmh. Définir les irritants. Je sais pas si, moi, dans mon organisation actuelle ou même j'ai ou des collègues, je pense pas qu'ils aient déjà vraiment défini un irritant aussi précisément que ça pourrait être nécessaire. C'est vrai que c'est une notion, on sait que c'est un problème, pour autant le chiffrer ou autre, c'est assez particulier. Non, on est parfois souvent sur, sur le coût de l'humain. Hein, si on prend la problématique des chutes de plein pied, et plus précisément de comment inciter, comment aider des salariés à tenir la rampe d'escalier, ça c'est un sacré challenge. Hein. Avouez-le quand même, tenir une rampe d'escalier, hein, alors que nous avons, nous êtres humains, conscience même certains, de maîtriser la marche depuis que nous avons 4-5 ans, grosso modo. D'accord? Donc déjà, il y a un biais. Pourquoi me demander de tenir la rampe? Alors je maîtrise tout à fait le fait de descendre ou de monter un escalier. En revanche, il y a des accidents, ça on ne peut pas le nier. Il y a des accidents avec des traumas plutôt graves, d'accord? Et là, on peut avoir une notion déjà. On peut interroger la littérature interne de l'entreprise en question sur cette problématique de chute dans les escaliers, le nombre d'accidents, la fréquence de ces accidents, la typologie de trauma occasionnés par ces chutes dans les escaliers. On peut avoir ces indicateurs déjà. Mais après, je le répète, quel coût pour l'humain? Quel est le coût de l'humain, entre guillemets? Ça, c'est difficile à quantifier, bien entendu. Mmh. C'est clair. Mais à nouveau, si dans l'entreprise, après avoir été sollicité par l'entreprise et après avoir interrogé la littérature de l'entreprise, on se rend compte qu'il y a, ma foi, il n'y a eu qu'un seul accident de chute des escaliers depuis la création de l'entreprise, est-ce qu'on doit vraiment est-ce qu'il s'agit vraiment d'un irritant? Ok. Et on va passer plutôt à la suite de votre parcours pour continuer.
Donc vous nous expliquiez que vous êtes à la base un communicant, mais vous vous êtes spécialisé dans les nudges depuis la création de votre entreprise. Oui. Et pourquoi avoir fait ce choix de partir là-dessus et voilà, de se spécialiser dans le nudge? J'ai passé plus de 30 ans à manipuler des gens, vraiment à les manipuler pour les inciter à acheter, pour modifier leur intention, à savoir agir sur le court terme, ce qui n'est Mhm. absolument pas le cas du nudge, qui lui est plutôt là pour modifier un comportement. Il y a un gros distinguo. J'ai manipulé des gens pour leur faire acheter des petits pois, pour leur faire acheter des services. Et disons qu'au bout d'une trentaine d'années, cela générait un sens plutôt négatif à ma vie, je dirais vraiment. Et je suis tombé sur un bouquin, il y a maintenant 5-6 ans, qui s'appelle Nudge, Mhm. écrit par Richard Taylor et Kastenstein, qui d'une part, qui m'a vraiment frappé, vraiment choqué, je dirais même. Tout d'abord, il a mis en exergue euh, que j'utilisais depuis longtemps des leviers décisionnels sans savoir comment ils fonctionnaient. Et ce bouquin Nudge, que je conseille vraiment à nos auditeurs de lire, explique justement comment fonctionne notre cerveau humain face à un choix, et explique en détail comment nous prenons nos décisions, comment fonctionnent des biais cognitifs, des freins au comportement demandé, et comment fonctionnent des leviers exactement. Ça, c'est une révélation pour moi. Alors qu'auparavant, en tant que créa, je travaillais, je proposais des solutions que je ressentais de façon intuitive, je dirais, avec mon système presque, si je puis dire. La deuxième chose qui m'a frappé dans ce livre de Taylor et Sunstein, c'est qu'il mettait en exergue, en termes de domaine d'application du nudge, ils se sont principalement focalisés sur les grandes causes sociétales, sur les grandes problématiques sociétales, le développement durable, la santé, si mes souvenirs sont bons. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, que je n'étais pas obligé de changer de métier et que je pouvais intervenir pour le bien commun, je dirais, et essayer de modifier des comportements en douceur, parce que c'est ce qu'on propose le nudge. On n'est plus à actionner le levier de la culpabilité, de la coercition. Ça me permettait de rester dans mon métier, mais en essayant d'aider les gens à prendre de meilleures décisions, que ce soit pour eux ou pour la communauté. Et justement, le fait de maintenant être passé à travailler peut-être plus pour le bien commun, c'est ce que vous appréciez aujourd'hui le plus dans de votre nouvelle mission? Oui, 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 je suis toujours sensible à on sort sur la vague de la RSE, et je trouve que c'est quand même une vague extrêmement intéressante pour la société, pour les entreprises et la société. Mhm. C'est Avec, intéressant, mais malgré tout, c'est quand même encore, c'est quand même vous avez pris un chemin qui doit être un peu sinueux, un peu compliqué. Donc, est-ce que vous avez peut-être un challenge que vous voudriez nous partager et qui continue d'être un peu compliqué au quotidien? la résistance au changement, ça c'est vraiment notre principal frein, je dirais. Et c'est un des freins principaux qui concernent tous les humains. On a du mal, en fin de compte, à faire entendre, à faire comprendre aux acteurs économiques qu'informer et sensibiliser, ça ne suffit pas. Les décideurs, et on le voit bien avec le Covid que j'évoquais tout à l'heure, pensent que dès l'instant où ils ont affiché une consigne, et en règle générale, elle est plutôt suraffichée, même cette consigne, et noyée au milieu d'autres strates de communication. Ils sont persuadés que ce faisant, eh bien, ils vont amener au comportement demandé. On est vraiment sur un comportement que je qualifierais du parapluie, quoi. J'ai fait ce qui m'était demandé. J'ai informé mes ouvriers, par exemple, qu'ils devaient, dans cette ère de l'entreprise, qu'ils devaient porter leur pays. Maintenant, à eux d'obéir. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai informé. Et je le répète, une plus grande difficulté à nous, c'est de faire comprendre que ce n'est pas du tout suffisant. Que ce n'est pas suffisant. Et là, on se heurte vraiment à un frein au changement qui, je pense, est renforcé par le fait qu'on a du mal, nous tous, même à la limite, à entériner notre fréquente irrationalité. Je pense que ça heurte toujours notre cortex. Ça heurte notre ego également.
Et ça, on le remarque, hein. On le remarque vraiment lorsque nous sommes en visite dans les entreprises et que nous amenons cette notion à un responsable QSE, à un préventeur. On lui dit, mais c'est normal, monsieur, ce qui vous arrive là. Nous sommes fréquemment irrationnels dans nos prises de décision. La personne en face de nous a du mal à nous croire, a du mal, pour parler vulgairement, à percuter sur cette notion. C'est une notion qui est dérangeante. On se voit toujours comme étant très, euh, comme dominant toutes les situations de l'être humain et se voit encore ainsi. C'est le principal frein, je pense, aujourd'hui. Et à contrario, est-ce qu'il y a peut-être une démarche qui elle, du coup, vous a convaincu que c'était le bon chemin que vous aviez à arpenter? On a été amené à travailler, à accompagner les parcs nationaux de France. Nous travaillons pour eux depuis maintenant 3 ans et demi, je crois, sur une problématique qui est quand même très intéressante, qui touche pas à la sécurité, c'est vrai, qui touche au développement durable, à savoir comment dans un contexte très particulier, à savoir des territoires que l'on veut ouvrir au tourisme, mais pourtant des territoires extrêmement fragiles d'un point de vue écosystème, comment réussir cette équation et ne pas être en grand écart. D'accord. Et on a proposé aux Parcs nationaux de France une douzaine d'outils d'aide à la prise de décision, développement durable. On s'est rendu compte, alors on n'a pas eu de la mesure d'efficience stricto sensu, c'est vrai, sur ces dispositifs mis en place, qui sont toujours mis en place à date, mais nous avons des retours des acteurs économiques des parcs nationaux qui nous disent notamment que cela crée un dialogue entre les visiteurs et eux, qu'ils constatent également un certain gap dans certains comportements de leurs visiteurs. À titre d'exemple, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on n'a pas forcément qu'on sait tous, que rester sous sa douche durant 10 minutes ou un quart d'heure, ce n'est pas bon pour la planète. D'accord. On leur a proposé un nudge, une aide à la prise de décision sous la douche pour inciter les hébergés à rester uniquement durant grosso modo 5 minutes sous la douche. Parce qu'en règle générale, les gens le savent, ça, qu'il faut rester environ 5 minutes. Donc, c'est grosso modo ça. Le problème, c'est que nous sommes tous, personne n'est Superman, et nous sommes dans la capacité totale de compter 5 fois 60 secondes sous notre douche. Et que nous avons besoin d'avoir le contrôle sur la situation, d'avoir le contrôle sur la règle qui est demandée. Donc, on a installé un sticker à coller sur la paroi de la douche qui dit tout simplement 5 minutes d'eau précieuse. Il ne faut pas être bavard en nudge, mais ça permet de cadrer différemment l'information et d'être plus sur de l'eau du robinet ou de l'eau de la douche. Cette eau, elle est particulière, c'est de l'eau précieuse. Mais ce n'est pas ça le plus important. Au centre de ce sticker, on va ventouser soit un petit timer, soit aidez-moi. Un chronomètre? Voilà. Non, au centre de ce sticker, on va ventouser un sablier. Un sablier, pardon. Okay. Voilà. Ce sablier, d'une part, il va actionner un premier levier qui est celui du jeu. En général, on a bien tripoté des objets, on a bien tripoté un sablier. Mais surtout, il y a un second levier qui va être actionné, à savoir celui du contrôle. Je vais pouvoir contrôler précisément la durée de ma douche, tout simplement. D'accord. Ok, ça redonne à l'utilisateur le contrôle et il se sent pas. Enfin, il n'y a pas de manipulation. C'est lui aussi qui gère ce temps-là. Il y a manipulation. Il y a manipulation, bien entendu, mais c'est pour le bien général. Mais il y a manipulation. Ah, d'accord. Vous diriez que même s'il est conscient de ce qu'on lui propose, eh ben, c'est quand même une manipulation? Ah oui, bien sûr, oui. C'est une prise de parole. Ce sticker et ce sablier ventousé, c'est une prise de parole, on est bien d'accord. C'est de la communication, donc c'est une prise de parole. Et dans toute prise de parole, il y a manipulation. Vous êtes en train de me manipuler, je suis en train de vous manipuler. Tout est manipulation. C'est vraiment un débat qui peut tourner en rond très rapidement. Oui, effectivement, parce que pour moi, c'est plutôt basé sur le livre de Robert Cialdini. Pour moi, ça serait plutôt un exemple d'influence, parce qu'il y a une influence, parce que la personne sait dans quel sens ça va et elle est consciente que c'est pas négatif ni pour elle ni pour les autres. Donc il y a une influence. Voire valorisant même. Oui, mais alors que pour moi, la manipulation, il y a cette volonté de faire enfin, faire agir d'une manière qui peut être plutôt malveillante. C'est peut-être cette idée que j'ai.
Oui, mais je la trouve intéressante. Mais est-ce qu'elle est toujours valable sur une aide à la prise de décision, donc un nudge, créé pour actionner un levier économique? Parce que le nudge peut faire vendre. Oui, c'est Il vrai. fait vendre. Mhm. Ah, ouais, c'est Donc vrai. là, C'est est-ce que intéressant. l'on reste sur de l'influence ou est-ce que nous passons sur de la manipulation dès l'instant que le but recherché, recherché par le nudge est économique et de faire vendre, d'optimiser la vente d'un produit ou d'un service. Vous Mhm. savez, le nudge, c'est vraiment un concept. Je parlais tout à l'heure de Taylor Einstein. En quelque sorte, créer ce nom et créer ce concept. C'est un livre qui est extrêmement marketé. D'accord. Ils proposent un système qui est censé ne pas évoluer d'ailleurs, que ce soit en termes de biais, de nombre de biais ou en termes de nombre de leviers. C'est un bouquin marketé qui a joué un rôle positif. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il a permis de faire descendre cette connaissance des sachants au grand public. Ça, c'est super intéressant. Mais ça reste du marketing. Parce que le nudge, au sens où l'entend Taylor Einstein, ne date vraiment pas d'il y a 5-6 ans, ni même d'il y a 11 ans, date de parution du bouquin. C'est beaucoup plus ancien, mais vraiment beaucoup plus ancien. Si l'on prend la grande distribution dans les années 50 aux États-Unis, la grande distribution n'a pas arrêté de nudger ses consommateurs. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans un supermarché ou dans un hypermarché, que vous vous baladez entre les rayonnages, vous êtes nudgé. Dès l'instant où il y a une promotion, on veut vous faire aller vers une promotion, acheter un produit en promotion, on met en place 2 leviers décisionnels, donc un nudge qui est extrêmement efficace et que tous les consommateurs de France et du monde entier connaissent parfaitement. On va rendre la chose visible, à savoir que cette promotion va clignoter en rouge, il va y avoir un éclaté rouge, d'accord? C'est le levier de la science. On va rendre la proposition commerciale visible. Et un second levier, on va faire appel à votre aversion à l'effort. Nous, les êtres humains, nous sommes tous extrêmement feignants. Donc, la boîte de conserve en promotion avec son petit sticker qui clignote va être positionnée sur le rayonnage à hauteur de ma main, de mon bras. D'accord. C'est un nudge. Ah, Et qui date pas d'hier. Et qui date pas d'hier, celui-ci, mais vraiment pas. ouais. C'est très très intéressant. Je suis content qu'on ait pu avoir ce petit échange là sur l'influence et la manipulation parce que moi ça me fait prendre conscience de pas mal de choses que je vis tous les jours sans en prendre conscience. Ben alors on va. Ça vient aussi peut-être d'une autre, comment dirais d'un autre vecteur, si je puis dire, à savoir qu'avec le nudge, on parle de communication. Et que on entre dans la sphère de la communication classique. Ça vient un petit peu en opposition, alors que ça devrait être complémentaire. Hein. Le nudge, à mon sens toujours, si on prend uniquement le nudge pour amener au bon comportement sur des problématiques comportementales, si l'on prend le nudge uniquement comme acteur, comme accompagnement sur les grandes problématiques comportementales, là, il y a vraiment une brique supplémentaire et indispensable proposée par le nudge à la communication classique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à date, ces grandes problématiques sociétales, c'est relativement récent, ça date des années 80 à peu près. Et à date, lorsque des agences de communication classique donc, sont briefées sur une problématique sociétale, elles font comme si elles font des petits pois. Elles utilisent grosso modo les mêmes leviers, souvent la culpabilisation d'ailleurs, souvent. Et elles oublient une chose très importante, c'est qu'une fois que je suis loin de cette information culpabilisante, fréquemment je le répète, eh bien, je suis seul une fois de plus avec mon cerveau. Si je suis sensibilisé par un film émis par la prévention routière pour m'inciter à ne plus utiliser mon smartphone en conduisant, 2 heures après, au volant de ma voiture, je l'aurais oublié. Il y a de grandes chances que j'aurais oublié ce film. Et donc là, j'ai besoin, dans le contexte de prise de décision, en l'occurrence dans ma voiture, j'ai besoin qu'on me rappelle cette règle et qu'on m'incite à la suivre. J'ai besoin qu'on m'aide à la prise de décision dans ma voiture, après le film en question. Ok. Bah écoutez, déjà je vous remercie pour cet échange. On va passer à une partie plus sur les recommandations. Et justement, vous avez pu en aborder enfin surtout un livre. Mais est-ce que vous avez, du coup, ce livre il sera en lien de l'épisode. Mais est-ce que vous avez d'autres ressources, peut-être des sites web ou des podcasts, peut-être le vôtre, que vous pourriez recommander à nos auditeurs? Alors, je voudrais juste revenir sur Nudge de Taylor Einstein.
j'ai quand même dit un petit peu de mal de ce bouquin, savoir qu'il a été marketé. Il est néanmoins super intéressant à lire. C'est vraiment la base du nudge, à savoir comment comprendre comment notre cerveau fonctionne dans ses prises de décision. C'est relativement passionnant, d'une part. Et d'autre part, Taylor et Sunstein écrivent bien. C'est rigolo comme bouquin. C'est assez amusant à lire. En revanche, il y a un bouquin qui d'après moi, est indispensable à lire. C'est Système 1, Système 2 de Kahneman, bien entendu. Alors, c'est beaucoup plus. On est sur un nombre de pages beaucoup plus élevé, mais c'est passionnant. Le nombre d'expérimentations que Daniel Kahneman nous raconte, nous dissèque, c'est véritablement passionnant. Dan Ariely, bien entendu, avec c'est vraiment moi qui décide, qui est un bouquin également passionnant. On peut également parler d'un bouquin également assez rigolo, qui pour moi est un petit peu au tout début du nudge, qui vient en amont, bien en amont du nudge. Et peut-être le connaissez-vous, il s'agit du petit traité de manipulation pour les honnêtes gens, de Monsieur Joule. Ça, c'est un bouquin très, très intéressant, avec une quinzaine ou une douzaine, je crois, de leviers pour actionner principalement des actions commerciales. Mais c'est assez intéressant et assez rigolo à bouquiner. Et bien sûr, le podcast mensuel de Nudge Me, Culture Nudge. Voilà, le prochain numéro est dédié à la sécurité. Et le numéro est actuellement en ligne et dédié aux idées reçues concernant le nudge, et notamment le fait qu'un nudge n'est forcément pas cher. Voilà. Écoutez, très bien. Donc, comme je disais, tout sera dans la description de l'épisode pour retrouver les recommandations et le lien vers votre podcast. En continuant sur la partie référence ou partage, est-ce qu'il y a une innovation en prévention des risques qui vous a intéressé récemment et que vous voudriez partager? Honnêtement, là, je n'en vois pas. Hormis vous répondre que cela devrait être l'utilisation du nudge et des sciences comportementales pour aider au suivi de consignes. Le vrai challenge, la vraie révolution dans le suivi d'une consigne, dans le suivi de la règle, pour moi, c'est utiliser cette brique supplémentaire que proposent les sciences comportementales. Très bien. Alors du coup, ça rejoint un peu les questions de la fin que je pose à tous les invités. Comment vous voyez évoluer la prévention, mais du coup sous l'angle de la mise en place des nudges? Pour moi, ce serait surtout intervenir également en amont de dispositifs nudge, à savoir inclure la démarche sciences comportementales, l'approche sciences comportementales au management de la règle. Et ce pour optimiser la solidité de la règle. Ça, pour moi, serait vraiment une étape. On aimerait beaucoup intervenir chez Nudge Me sur cette étape en amont du nudge, à savoir comment aider le manager de sécurité en sécurité à se positionner en système 2 dans un premier temps, avant de communiquer à ses N-1, à ses opérateurs, et dans un second temps, justement, comment basculer en système 1 pour communiquer sur la règle. Ça, pour moi, c'est un domaine qui peut être très, très, très intéressant. Mais également, il y a une autre chose qui peut être intéressante, c'est comment agir sur la qualité de la communication interne en sécurité. Ça, c'est un domaine en tant qu'ancien communicant, si je puis dire, me passionne. Comment faire en sorte que la com interne, qui est le parent pauvre en communication, réellement, au même titre que la radio d'ailleurs, comment faire en sorte que la communication interne dédiée à la sécurité soit plus efficace. Et bien alors, du coup, ça me fait penser à un épisode qui, du coup, aura été diffusé juste avant sur la communication en prévention des risques avec Nadège Larcher, que j'invite tout le monde à écouter, qui est vraiment complètement axé sur cette communication et sur le, comment dire, sur comment mieux communiquer et comment bien prendre en compte le récepteur de cette information. Donc, j'invite tout le monde à écouter cet épisode. Alors, et enfin, pour terminer, une dernière question sur vous. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes Jean-Marc qui débutaient dans le métier? Donc, il débutait dans le nudge, je vous comprends. Tout à fait. Ou dans la communication. Ah, ça, c'est un domaine que j'ai essayé de gommer, que j'ai un peu oublié. Ah. En revanche, aux Jean-Marc qui débuteraient dans le nudge, je dirais de pas écouter, je lui conseillerais de ne pas écouter les sceptiques qui considèrent le nudge comme étant un gadget.
Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup Jean-Marc pour votre partage et pour toutes ces précisions et toutes ces explications. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais on a envie de continuer à échanger avec vous sur le sujet? Eh bien, on peut nous retrouver sur notre site internet, sur le site internet Nejmi, nejmi.fr, sur notre page LinkedIn également, et puis sur notre podcast Culture Nudge, bien entendu. Très bien, Jean-Marc, je vous remercie. Et C'est suffisant ça comme réponse, Alexandre, sur... Oui. Oui, Oui, c'est suffisant, il n'y a pas de souci. Je mettrai les liens également pour Ok, vous retrouver, ok. ouais, il n'y a pas de problème. Très bien, Jean-Marc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!